Bienvenue au service après-vente de l'actualité. Ici, les sujets brûlants de l'heure sont scrutés, analysés et passés au peigne fin à l'aune du regard averti de nos invités. Et je reçois ce dimanche soir Michel Aonon, directeur de publication du quotidien Palmarès. Michel Aonon, bonsoir. Chers confrères, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs de l'ERTV. Votre vis-à-vis, Dr Eugène Alosupo, analyste politique. Eugène Alosupo, bonsoir. Bonsoir Lénaïque et bonsoir aux téléspectateurs. Deux sujets majeurs retiennent l'attention. Qu'en pensent nos décrypteurs? La réponse est dans la rubrique 7 jours au Bénin. Eugène Alosupo, un chapelet de rencontre entre le chef de l'État et les différentes sensibilités politiques représentées à l'Assemblée nationale. L'esprit, c'est de pouvoir, dans une approche concertée et inclusive, essayer de toiletter, de réviser le code électoral. Mais une question à but pédagogique, pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs, pourquoi faut-il procéder à l'heure actuelle à une relecture de cette batterie de tests? Je crois que c'est une question qu'il fallait poser aux hommes politiques. Certainement que le contexte actuel l'exige, puisque le président de la République l'a rappelé. Le code électoral adopté en 2019 au cours de la 8e législature, je vous rappelle que la 8e législature était composée essentiellement de députés acquis à la cause du président de la République. Et donc, c'était une assemblée qui n'avait pas en son sein de voix dissidentes. Ces voix dissidentes auraient pu apporter quelque chose de nouveau à ces tests-là. Ce ne fut pas le cas et aujourd'hui, il s'est avéré que dans ce code voté par les députés d'alors, il y a eu des couacs, il y a des coquilles qu'il faut nécessairement nettoyer pour rester dans la ligne des exigences nouvelles. Et c'est pourquoi le président de la République a décidé de rencontrer les groupes parlementaires, les trois qui composent aujourd'hui la 9e législature. Puisque les acteurs principaux de la modification du code, ce sont les députés. Alors, la question, c'est de savoir aussi pourquoi il a jugé utile de rencontrer les députés de l'opposition aussi. Puisque, selon les textes parlementaires, on a besoin d'une majorité qualifiée pour réviser un code électoral. Aujourd'hui, le président de la République est fort de 53 députés plus 28, UPR et BR, donc il a toute la possibilité de réviser un code électoral sans les députés de l'opposition. Mais nous avons remarqué qu'il a jugé utile d'y associer les 28 députés du Parti Les Démocrates. Cette démarche a quelque chose de fondamental en ce qu'elle dégèle un peu l'atmosphère qui prévalait. Vous n'êtes pas sans savoir la radicalisation des positions du Parti des démocrates et d'aucuns pourraient être surpris de l'attitude de cette députée-là au sorti de cette rencontre. On va revenir justement aux conclusions de cette rencontre, mais en attendant, Michel Aonon, je vous fais pratiquement la même adresse. Quelle est l'opportunité aujourd'hui de cette relecture? Merci, chers confrères. C'est une véritable question parce que nous avons quitté les élections, nous sommes en 2024, donc on a fait les dernières élections, les élections législatives, c'était en janvier 2023 et les présidentielles en 2021. Donc pour un code électoral, on se posera la question de savoir comment en si peu de temps on sera toujours obligé donc de toucher aux tests qui organisent de façon générale les élections. Le docteur Alosupo a dit tout à l'heure qu'on aurait noté des couacs parce que l'Assemblée qui a procédé à l'adoption de ce code serait constituée uniquement de députés du même bord. Mais à l'époque, il nous a été servi qu'en réalité, l'Union progressiste d'alors et le bloc républicain, qu'il y avait majorité et minorité.
Et c'est avec cet argument que les voix dissonantes avaient été éteintes. Par conséquent, je trouve un peu de la peine par rapport à ce sujet parce que le président de la République a décidé de rencontrer les députés des groupes parlementaires, principalement le groupe parlementaire de l'opposition, après que la Cour constitutionnelle ait été saisie et ait rendu une décision. Alors, ça donne l'impression que l'objet est politique, la solution est politique, mais on a voulu faire un contournement pour donner un cachet de droit à ce qui est politique. Or, tout ce qui est droit n'est pas politique et tout ce qui est politique peut ne pas être du droit. C'est sur ce volet-là que moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que les députés de l'Union progressiste Le Renouveau et du Bloc républicain ont en leur sein des cadres et ont en leur sein des élus qui ont participé à l'adoption de ce code, qui sont revenus à l'Assemblée et qui savent de quoi on parle, notamment sur la question des présidents. Nous savons les débats qui a eu lieu en son temps. Si aujourd'hui, c'était possible que le président de la République prenne le lead et décide de faire une large concertation par rapport à cette matière, je ne trouve pas pourquoi il a été important que ce soit la Cour qui rende une décision d'abord et donne des injonctions au Parlement avant que le président de la République. Parce que le président de la République, c'est aussi une institution. Donc, dans ce mouvement de va-et-vient, ça donne l'impression qu'il y a un problème et qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y a un problème qu'on ne veut pas exposer clairement. Alors, mais ce qui est ressorti, oui, à savoir qu'il y a le problème lié au parrainage et autres, moi je pense que c'est des questions d'ordre politique qui n'avaient pas besoin, par exemple, qu'on attende que ce soit la Cour constitutionnelle qui intervienne, qui fasse une notion avant que le président de la République ne veuille ouvrir des discussions. Mais quand le président de la République ouvre des discussions comme ça, c'est peut-être pour prouver sa bonne foi. À savoir que dans une démarche concertée, qu'il voudrait bien qu'en voulant toucher au code, qu'il soit peut-être plus taxé par la suite ou avec son gouvernement de vouloir cautionner des élections exclusives qui étaient à la base des troubles que nous avions connus par le passé. Alors pour vous, qui êtes par ailleurs expert parlementaire, partagez-vous cette perception, cette vision des choses de Michel Aoudon? C'est évident que le point de départ de l'initiative s'est situé après la décision de la Cour constitutionnelle. Je n'ai aucun doute sur la qualité et les compétences de ceux-là qui composent cette Cour. Ce sont de grandes personnalités. Je n'ose pas croire qu'il y ait d'influence sur ces personnalités-là. Je n'ose pas croire. Cette Cour a décidé qu'on retouche au code électoral. Certainement après une lecture juridique, mais la Cour aussi peut faire une lecture politique, parce que le contexte l'exige. La Cour aussi est dans un rôle de prévention, que ce code-là ne devienne pas un objet de querelle essentiel autour de ce qui pourrait être bien des épreuves essentielles pour notre démocratie en 2026. Nous allons organiser 3 élections à la fois, et ça ne s'était jamais produit dans notre pays. Donc, en intimant, puisque les décisions de la Cour sont sans recours, en intimant ou en orientant, pour être plus modeste, les députés à retoucher à la Cour, au code électoral, la Cour aurait peut-être pris la bonne mesure de la situation. Et c'est à bon droit que on ne peut pas accuser le chef de l'État de s'être saisi de cette opportunité pour faire ce qui n'était pas faisable. Peut-être que si la Cour n'était pas intervenue, eh bien, il n'y aurait pas cette rencontre entre les députés du Parti Les Démocrates et le président de la République. Puisque j'en parlais, ce qui m'a surpris, c'est la grande courtoisie et la flexibilité des députés du bloc du Parti Les Démocrates. Alors, cette flexibilité n'était pas gagnée d'avance? Pas du tout. Au vu de leur réaction antérieure, vous avez vu, pour rappel,
c'est ce parti-là, tout moins, le groupe parlementaire qui n'était pas encore constitué par la voix de député Nounia Tchaldé, qui a dénoncé la gouvernance de façon tambourinaire au premier jour des travaux parlementaires. C'est le groupe parlementaire Les Démocrates qui a rejeté le rapport d'activité du président Vlavonou. C'est le groupe parlementaire Les Démocrates qui a aussi rejeté le budget de l'État exercice 2024. Et vous savez aussi qu'il y a une question patente sur la loi d'amnistie qui oppose les camps. Donc, l'un dans l'autre, je ne m'attendais pas à ce que les démocrates adoptent cette attitude avec une prudence, la prudence de choisir entre qui, des députés ou des élus de la 9e législature et ceux de la 10e législature qui va parrainer les candidats à la présidentielle. Et je pense que sur ces questions, c'est l'enjeu principal. C'est l'enjeu principal sur ces questions du code électoral. Au finish, le parti Les Démocrates se dit prêt à participer aux travaux de correction du code. Oui, bon, peut-être parce que, bon, ils auraient été convaincus ou bien ils auraient constaté à leur corps défendant que le mieux pour eux, c'est d'y prendre part. Mais avant d'arriver là, ce n'est pas que moi, j'émettais un doute sur l'adhésion de la Cour ou bien la qualité des membres de la Cour. Mais ce que je dis, c'est que la Cour ne s'était pas auto-saisie. Or, ce n'est pas maintenant que le Bénin dispose d'une Cour constitutionnelle. Et la loi dispose que la Cour constitutionnelle peut s'auto-saisir. Alors, mais la Cour n'était pas constituée des mêmes personnalités, donc chacun a sa manière de fonctionner. Non, moi je parle de l'institution, je ne vois pas les personnalités parce que c'est une institution qui fonctionne régulièrement. À part conséquent, si le Bénin a une Cour constitutionnelle qui peut s'auto-saisir, et pour une question aussi majeure concernant le code électoral, parce que nous savons que les troubles que nous avions connus par le passé, c'est dû au code électoral, notamment le problème de parrainage, qui a créé des problèmes. Par conséquent, si on est dans une république où les institutions fonctionnent régulièrement et qu'on sait que la Cour constitutionnelle, qui est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions de la République, sait qu'il y a un code comme ça, où il y a des coquilles, mais la Cour pouvait ne pas attendre que ça soit forcément un citoyen qui la saisisse avant de prendre l'initiative de rendre une décision pour mentionner les coquilles et ce qu'il y avait eu dans ce code et qui était à l'origine de ce que nous avions connu par le passé. Parce que désormais nous voulons tourner droit à tout ça, il va falloir engager une nouvelle dynamique. C'est pourquoi je dis que c'est surprenant de constater que ni la Cour constitutionnelle ne s'est auto-saisie, ni les cadres composant les partis de la majorité présidentielle ne se sont prononcés, encore que les deux partis de la majorité présidentielle disposent de députés qui ont siégé par le passé dans la 8e mandature qui a validé ce code aujourd'hui où en tout cas il y a des coquilles. Par conséquent, reprochez-vous à la haute juridiction qui a quand même fini par jouer son rôle en tant que garante donc du respect de la Constitution? Non, ce n'est pas un reproche, c'est qu'il faut attirer l'attention dessus pour qu'on comprenne que à l'avenir, il faut que lorsqu'il y a des couacs comme ça, que les institutions qui ont le pouvoir de s'auto-saisir n'attendent pas que ce soit des citoyens forcément qui le fassent. Alors, il faut mieux tard que jamais, Michel Aono. Maintenant que c'est fait. On en vient aux conclusions de cette concertation entre le chef de l'État et l'opposition. Le chef de l'État a rencontré, pas seulement le Parti des démocrates. Le chef d'État a pris, le chef d'État a ouvert une démarche inclusive oui. Et donc tient compte de sa majorité parlementaire, mais tient compte aussi de l'opposition, bien qu'on pouvait même le faire sans les partis d'opposition. C'est pourquoi je vous dis tout à l'heure que les députés du groupe parlementaire des démocrates n'ont pas le choix, parce que mais ils n'ont pas été contraints, ils n'ont pas été forcés, Michel Aono. Ils ont bien c'est à l'issue des échanges qu'ils ont donné leur position sur la question. Oui. Parce qu'entre-temps, les choses ont évolué. C'est ce que je voudrais faire remarquer. Entre-temps, les choses ont évolué. Donc, ils sont revenus à de meilleurs sentiments par rapport à ce sujet précis parce que ils ont l'ambition d'avoir un candidat pour 2026 et beaucoup parmi eux veulent revenir à l'Assemblée nationale en 2026. Leur parti veut positionner des conseillers locaux, municipaux, communaux et autres. Par conséquent, ils ont intérêt à prendre part au débat. Mais donc, à l'étape actuelle, tout ça n'est pas impossible pour eux. Non, ce n'est pas impossible. C'est pourquoi même avec le code actuel. Ce n'est pas impossible. C'est d'ailleurs pourquoi je dis qu'ils ont intérêt. Ils ont au moins 28 députés à l'Assemblée actuellement. Oui. C'est ça, c'est ce que je dis.
Donc avec ça, ils n'ont pas intérêt à jouer au jusqu'au boutiste. Alors dites-nous, comment interprétez-vous cette adhésion du parti Les Démocrates à l'initiative? Vous savez, à un moment donné, il faut tenir compte du contexte. Le contexte aujourd'hui, vu l'évolution et la vitesse vers 2026, oblige à un minimum de décence et de projection. Et ils sont certainement dans cette démarche-là. Et ils ont aussi certainement quelques intérêts parce qu'ils ont des appréhensions par rapport à ce code. Ils ne l'avaient jamais caché. Ils ont des choses à rectifier. Donc, s'associer à cette démarche du chef de l'État pourrait plus ou moins être salutaire pour eux. Mais au-delà de tout ceci, personne ne les obligeait à aller à cette rencontre-là. Ils pouvaient ne pas y aller. Et c'était entre autres. Ils pouvaient ne pas. C'est pas parce que la Cour. Ils ont toujours répondu aux invitations du président de la République. Donc c'était OK. Bon, d'accord. Bon, reconnaissons-leur cette adhérer au projet, Michel Aoulon. Oui, je vous ai dit qu'ils n'ont pas le choix. Oui. Je vous ai dit qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'à l'avance, l'initiative même de toucher au code électoral, l'initiative est claire et on sait sur pourquoi on veut toucher. C'est-à-dire les coquilles ont été identifiées. Pour l'instant, nous ne sommes que dans les phases préliminaires. Donc, quand ça va faire l'objet, quand ça va venir vraiment en débat à l'Assemblée nationale, les choses peuvent évoluer autrement. C'est-à-dire que chaque camp va vouloir voir maintenant, dans cette révision du code, qu'est-ce qu'on veut y mettre maintenant et ce qu'on veut y mettre, est-ce que ça arrange chacun en fonction de ses objectifs, de sa vision pour 2026. Et là, c'est dans ce débat-là qu'on verra vraiment les positions tranchées. Donc, ce que les députés démocrates, leur posture face au président de la République lors de la rencontre ne détermine pas encore l'issue du processus. C'est-à-dire que leur posture, c'est de montrer leur adhésion au projet. Et j'ai dit, leur adhésion au projet, ils n'ont pas le choix, parce que même s'ils s'opposaient au projet, le projet peut aboutir. Donc ils adhèrent en attendant de voir maintenant, in fine, et quelles sont les coquilles qu'on veut corriger et quelles sont les innovations qu'on veut apporter au code. Bien évidemment, avant que dans le champ politique, mais avant que le texte ne parvienne en plénière pour discussion, il aurait fallu que la commission des lois s'y penche. Oui. Et la commission des lois, c'est stratégique à l'Assemblée nationale. Mais la commission ne fera pas autre chose. C'est une commission technique, mais qui a son mot à dire sur les grands dossiers. La commission ne va pas faire autre chose. Je disais tout à l'heure que ce n'est pas parce qu'ils ont répondu à l'appel du chef de l'État qu'ils seront d'accord pour le reste. C'est ça. Mais leur position importera peut-être peu dans la conduite vers le résultat. Puisque les autres sont 53 plus 28, on n'a pas besoin d'une majorité qualifiée, quelle que soit votre position. Maintenant, la courtoisie, il aurait été utile que les partis de la mouvance retournent cette courtoisie inhabituelle aux partis, les démocrates, en les écoutant. Dans tous les cas, chaque parti va mettre sur la table ce qui lui est utile, ce qu'il pense judicieux pour que le processus électoral se porte. Pour vous qui êtes habitué au couloir de l'Assemblée nationale, quelles peuvent être les nouvelles dispositions en ce qui concerne cette fameuse question du parrainage? Alors, vous savez, c'est tout l'enjeu de la question. Et c'est là où je continue de croire que le président de la République est jugé fort, mais selon l'issue, il pourrait être plus fort ou très fort dans la maîtrise de 2026. Qu'est-ce qui se passe? Alors, à l'étape aujourd'hui, si on devait aller à la présidentielle de 2026, ce devait être les députés qui sont en fonction et les maires qui sont en fonction qui vont parrainer les candidats à la présidentielle. Mais en amont, vous savez, l'écosystème politique autour du président Yahi fait dire que les indications aussi font dire que le président de la République n'avait pas eu la main totale sur l'ensemble des gens positionnés, qu'il y a de CSVI, quelles que soient les situations actuelles aujourd'hui, qui ont des éléments, qui ont positionné des maires, qui ont positionné des députés. Et ces députés-là, pour la plupart, sont restés fidèles au sbire du chef de l'État, même s'il est l'élément principal qui fédère tout cela. Alors, si on faisait parrainer la présidentielle 2026 par les députés de la 9e législature et les maires de la prochaine mandature, donc élus après 2026,
Ça veut dire qu'en amont, il fallait positionner des personnes qui vont devenir députés. Et là, ça sera certainement le président de la République plus proche, avec un regard plus attentionné, qui va le faire. Il a, en ce moment-là, et c'est mon analyse personnelle, la main et la maîtrise de ceux-là qui vont décider du parrainage. Il devient plus fort, même s'il n'est pas faible aujourd'hui. Et c'est tout l'enjeu de la question. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense aujourd'hui que faire parrainer les candidats à la présidentielle par la 8e législature et les faire parrainer par la 9e législature, trop proche du chef de l'État, où on choisirait peut-être de les faire parrainer par la 9e législature. Michel Aonon, vous n'avez pas une boule de cristal non plus, alors comment entrevoyez-vous ce débat à l'hémicycle? Bon, je vais d'abord dire qu'au niveau de la commission des lois, il n'y aura pas de surprise. Parce que le président de la République, qui est le leader de la majorité présidentielle, ce sont ses députés. Et donc l'initiative, tout le monde connaît l'initiative, on sait d'où ça vient et qui pilote. Et puis la commission des lois qui préside, ce n'est pas un opposant qui préside. Donc je doute fort que la commission des lois donne un avis qui ne soit pas favorable au projet. Donc ça va passer. Maintenant ça va venir dans les débats. Mais ce que moi je vois comme enjeu principal dans cette affaire, c'est in fine laquelle des élections on veut faire d'abord. Parce que si par exemple c'est l'élection présidentielle qu'on veut faire d'abord, avant de faire les législatives, ça veut dire que c'est les députés de la 9e législature là, et les maires qui sont en fonction là, qui vont faire les parrainages. Donc, si politiquement les choses sont bien cadrées et qu'on sait où on va, le camp majoritaire actuel va voir si c'est l'élection présidentielle qu'il faut programmer d'abord avant les législatives, ou si ça ne l'arrange pas, s'il faut programmer les législatives avant les présidentielles. Parce que la loi dit qu'on va aux élections générales, mais nous ne savons pas encore laquelle des élections on veut faire avant. Parce qu'on ne peut pas voter le même jour. Dans l'entendement populaire, on devrait organiser les communales et les législatives et la présidentielle après. Attendez. Donc, sur ça, il y a vous pas avez dit dans l'entendement populaire. L'entendement populaire, ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit consacré par les tests. Et nous y allons comme ça. Alors, qu'est-ce que je voulais faire remarquer, c'est que... Non, c'est au-delà même de l'entendement populaire, il y a même des dates qui sont fixées. Oui. Donc, logiquement, la présidentielle devait être la dernière élection. Ce qui est sûr. Vous avez dit, merci. Vous avez dit maintenant que la présidentielle sera la dernière. Devrait être la dernière. Non, devrait être la dernière élection. Oui. D'accord. Je vous prends au mot. Nous y allons là. Parce que avec la modification du code électoral et avec le projet de révision de la Constitution, des choses peuvent changer. Pourquoi? Parce qu'au plan politique... Mais elles n'ont pas encore changé, Michel Aonon. Attendez, non, nous allons comme ça. Au plan politique, je vous ai dit que si c'est la présidentielle qui doit venir en dernière position en 2026, parce qu'on ne peut pas voter le même jour pour les 3 élections, parce que c'est des scrutins, c'est des modes de scrutin différents. L'élection présidentielle, c'est un scrutin uninominal. Les élections législatives, c'est un scrutin légiste. Donc, on ne peut pas voter le même jour. Alors, si la présidentielle est après, ça voudra dire que quand on aura fait les élections législatives, ce sont les députés élus en 2026 qui seront porteurs de parrainage. Et donc, ce qui va permettre au chef de la mouvance présentement, quand il va vouloir aligner les candidats, savoir comment il faut jouer à ce niveau-là pour que l'Assemblée qu'on va installer en 2026 soit toute la clé de cette question. Pour finir avec cette question, oui. Non, on est dans des positions comme ça. Oui. Alors, si c'est comme ça, parce qu'en réalité, c'est là où on veut aller là. C'est ça qu'on vise pour poser les actes d'aujourd'hui. Alors, ce qui va se passer et la manière dont les débats seront orientés par rapport à ce chantier-là, c'est en fonction, tout c'est en fonction de 2026. C'est pourquoi je vous ai dit que les démocrates n'ont pas le choix, parce que les démocrates, ils ont des ambitions pour 2026. Et le nœud de tout ça, c'est une question de date. Ah oui. C'est une question de date. Si l'ensemble des acteurs politiques s'entendent sur les questions de date, présidentielle ou communale ou les stades après, selon les intérêts. Mais les dates ne seront pas fixées en l'air. Les dates seront fixées selon les intérêts des camps. Même les dates qui sont fixées. Michel Aonon, nous allons finir avec ce sujet. On peut décider à la suite d'une concertation. Nous avons encore d'autres questions d'amener la présidentielle avant et faire les législatives après. Ça dépend. C'est des choix politiques. Dans le débat. Tous les acteurs politiques qui trouvent leur compte. Nous avons d'autres questions à aborder. Alors maintenant, Eugène, alors
Alors, sous pause sur un autre registre, cette semaine a connu la mise à la retraite d'office de certains agents totalisant au moins 20 ans de service au sein des forces armées béninoises, de la police républicaine, des douanes et des eaux, forêts et chasses. Au dit du porte-parole du gouvernement, c'est une pratique courante sous d'autres cieux, même si au Bénin cela remonte à des années en arrière, elle est bien justifiée, légale et connue des concernés dès leur entrée en fonction. C'est prévu par les tests. Comme nous ont convaincu beaucoup de personnes, pas seulement dans les sérails politiques, mais c'est la pédagogie ayant conduit à cette mise à la retraite qui pourrait être incriminée. Nous avons l'impression, j'ai beaucoup de personnes que je connais sur cette liste-là, des personnes, des policiers, des douaniers, ça leur a paru brutal. C'est prévu par les tests et il y a des avantages liés à ça, mais on aurait pu procéder autrement et aboutir au même résultat. Ailleurs, puisque nous avons choisi désormais de faire les choses avec élégance, on pourrait les faire assister de conseillers psychologiques ou d'un certain nombre de personnes qui s'y connaissent pour leur faciliter cette transition. Ce n'est pas facile lorsque, vendredi, vous étiez fonctionnaire de l'État et que lundi, on vous dit que vous êtes à la retraite. Ce n'est pas... Il y a des avantages. Déjà à leur entrée en fonction, qu'ils étaient informés. C'est évident. Vous savez, de façon ordinaire, c'est dans... les 10 dernières années que le fonctionnaire béninois arrive à se consolider, à se faire une maison sur des prêts bancaires. Imaginez le nombre de personnes aujourd'hui mises à la retraite qui sont sous prêts bancaires, qui ont de petits-enfants, etc. Il faut dire que maintenant, les lois encadrant la question ont été votées en 2020. Je suis d'accord. Et j'ai dénoncé seulement une question de pédagogie avant leur mise à la retraite. Mais quand j'ai lu le décret numéro 2024-008 du 9 janvier 2024 portant modalité d'octroi d'allocation de mise à la retraite d'office aux fonctionnaires des forces de défense et de sécurité assimilées, j'ai peut-être ceux-là pourraient regagner un brin d'espoir. Ce n'est pas totalement fini. Je vous lis, avec votre permission, le premier article. Conformément au statut des forces armées béninoises, de la police républicaine, de la douane et des eaux, forêts et chasses, tout fonctionnaire des forces de défense et de sécurité assimilé mis à la retraite d'office bénéficie d'une allocation de mise à la retraite d'office sans préjudice de la jouissance immédiate de la pension de retraite. La pension de retraite est calculée avec prise en compte des avancements automatiques d'échelon jusqu'à la date de retraite normale en considération du grade acquis à la date de mise à la retraite d'office. Et les autres articles qui viennent et les autres articles viennent parce que... De quoi rassurer quand même les concernés. Mais c'est l'effet psychologique brutal qui n'était pas peut-être supportable. On peut, lorsque vous êtes à la... c'est vrai, pour la plupart, ils ont fait 20 ans. Il y en a qui ont encore 4 ans, il y en a qui avaient encore 5 ans. Mais on pourrait. C'est-à-dire que la solution aurait été que, en application de cette loi-là, l'État fasse des cohortes de retraitables. Des cohortes qui soient connues au moins une année avant, pour que chacun d'eux se prépare psychologiquement à rentrer dans cette transition. Ce n'est qu'un souhait, mais l'État aussi a le droit d'appliquer les tests, mais nous ne pouvons que suggérer à l'État de procéder de manière un peu plus douce. Alors, ça repose sur des tests, ça a un fondement juridique. Michel Aonon, les concernés ont la garantie de la pension de retraite qu'ils pourront toucher dès le premier mois après l'admission à la retraite. C'est un décret qui fixe leurs allocations suivant les grades, le nombre d'années qui leur reste à faire dans la fonction publique. Oui, bon, moi je prends ça comme une chirurgie sans anesthésie. C'est vrai que les gens pourraient être informés a priori, puisque la loi date de 2020. Mais vous savez très bien que nous ne lisons pas. Parfois, nous sommes dans des corps de métier, on ne sait pas les tests. Nul n'est censé ignorer la loi, mais je sais ce qu'au Bénin, là, on sait. Vous n'allez pas me dire, par exemple, qu'il y a des journalistes qui ne savent pas la loi qui encadre l'activité des médias au Bénin. Donc, c'est des choses qu'on connaît. Alors,
moi je me suis posé la question de savoir pourquoi le décret d'application date du 9 janvier 2024 alors que la loi date de 2020. Pourquoi a-t-on mis tout ce temps avant de prendre les décrets d'application? C'est juste une question que je me suis posée. Parce qu'en réalité, lorsqu'une loi est adoptée, promulguée, les décrets d'application ne peuvent pas faire 2 ans, 3 ans, 4 ans. Est-ce qu'entre-temps, ça n'a pas été quelque chose de préoccupant et que subitement, le gouvernement a perçu qu'il faut le faire et que si tel était le cas, que le gouvernement nous explique pourquoi de 2020, c'est seulement en 2024 qu'il décide de prendre les décrets d'application et d'opérer. C'est une explication du genre que moi je voulais, par exemple, du porte-parole du gouvernement. Malheureusement, il a expliqué, mais je n'ai pas eu réponse à cette question. C'est une question de fond. Parce que pourquoi? Quand vous allez voir ça maintenant, c'est parce qu'il s'agit des forces de défense et de sécurité, donc c'est un régime spécial. Et assimilé. Et assimilé. Sinon, si c'était par exemple de simples fonctionnaires, là c'est carrément la loi portant statut général de la fonction publique. Et là c'est d'autres dispositions. Ça ne pourrait peut-être pas se faire comme ça. Donc comme ici c'est un corps particulier et étant régi par des tests particuliers, ça s'est fait comme ça. Mais vous savez que le corps des forces de défense et de sécurité, c'est des corps où on ne parle pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est difficile pour nous d'avoir le son de cloche de ceux qui sont concernés par cette mesure qui est fondée, je suis d'accord, par les tests, mais qui a manqué peut-être d'une préparation psychologique, comme le docteur Soubo vient de le dire. Alors là, comment on appelle? Il va être difficile, par exemple, pour vous, hommes des médias, par exemple, de tendre le micro à un policier ou à un militaire. Vous savez que c'est des corps où on ne parle pas. Ce n'est pas les simples agents de l'État, encore que même pour les simples agents de l'État, si vous êtes en fonction, vous ne pouvez pas parler si vous n'avez pas les instructions de la hiérarchie et tout ça. Donc ce n'est pas facile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la voix du gouvernement qui porte. Et c'est ça qu'on va entendre. Donc moi, je trouve quand même que c'est quand même intéressant que le décret ait prévu que... le soutien. Voilà, le soutien, les allocations. Et est prévu aussi le paiement immédiat de la pension de retraite. Il faudrait que même s'informe et lise quand même. Et maintenant, oui, c'est ça notre boulot. D'ailleurs, nous autres. C'est-à-dire qu'il va falloir que ce décret soit largement publié, vulgarisé, communiqué, que le gouvernement communique autour de ça. Même après les allocations, le regard de l'État, pour ne pas dire du gouvernement envers ceux-là, doit être plus attentionné. Oui. Ce sont des personnes qui n'ont appris que le métier des armes. Oui. Il faut des mesures d'accompagnement spécifiques pour que ces personnes-là n'en arrivent pas à d'autres dérives dans la République, dans un contexte où l'insécurité... C'est sûr que ça doit être prévu. Naturellement, le gouvernement doit veiller à ça. C'est une question éminemment pointue. Veille à ça, et le gouvernement doit veiller à ça pour que... Il y a d'autres, il y en a même parmi eux qui étaient pressés d'aller à la retraite depuis longtemps. On a lu quelques témoignages. Qui se préparaient à partir depuis... Et qui sont prêts à partir. Et qui s'impatientaient de la non-application de cette décision. Mais pour la grande majorité, eh bien, ils ont été surpris. Est-ce qu'il faut éviter on finit sur le sujet avec vous, oui. Parce que c'est des agents de l'État. Il y en a qui sont sous des prêts bancaires, qui ont hypothéqué leur salaire et tout. Et cet aspect-là, comment c'est gérable? Parce que, bon, si entre-temps... Certainement, avec les allocations... Si entre-temps, il y a 2 ans, le monsieur sait que par exemple sa retraite c'est dans 10 ans et qu'il y a 2 ans il a fait un prêt sur 7 ans. Mais les allocations sont là comme béquille financière, Michel Aono, pour les aider dans cette démarche. Il n'était pas préparé pour prendre l'allocation pour rembourser un prêt bancaire parce qu'avant le prêt n'était pas prévu pour être remboursé en bloc. C'est échelonné. Mais là, maintenant, il risque de prendre l'allocation pour rembourser en bloc un prêt pour ne pas avoir des ennuis avec la voiture. C'est la première fois que la décision est appliquée. J'ose croire que... Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il doit y avoir beaucoup de cas comme ça dedans, parce que je sais que la plupart des agents de l'État, généralement, les salaires sont hypothéqués par des prêts. Les allocations sont là comme béquille financière. Nous allons maintenant scruter l'actualité hors de nos frontières. C'est dans la rubrique Interactu.
Et je reviens à vous, cher Michel Aonon, présidentielle du 25 février prochain au Sénégal. Les candidats sont connus, 20 au total. C'est une liste sur laquelle n'apparaissent pas deux poids lourds de l'opposition, à savoir Ousmane Sonko et Karim Wade. Je vais d'abord dire que la Cour a fait un travail de nettoyage qu'il faut saluer parce que c'est parti de plus de 90 candidatures. Mais franchement, 90 candidats pour une élection présidentielle dans un pays, je pense que nos États doivent faire l'effort de quitter là. Et par rapport à ça, vous saluez donc l'effort qui est fait à l'interne. Oui, le ménage qui est fait ici chez nous. Parce qu'aujourd'hui, je sais que s'il y a élection présidentielle au Bénin, on ne peut pas avoir 10 candidats. En tout cas, pour les partis officiellement reconnus, si chaque parti présente un candidat, ce qui n'est même pas possible, mais si on admettait que chacun doit positionner un candidat, on n'aura pas 10 candidats. Ce qui nous facilite la sélection et évite les gaspillages d'énergie, de ressources financières, Donc, 90 candidats, ce n'était pas la peine. Maintenant, avec le travail qui a été fait par la Cour, ce qui va peut-être déranger dedans, c'est les figures phares de l'opposition qui finalement ne sont pas de la course. Et je pense qu'il va falloir faire avec. Et même en dehors de ces deux figures phares, je pense qu'il y a encore des partis d'opposition au Sénégal et que la politique peut se mener et qu'ils peuvent aller à la compétition. Eugène Alsoupo, certains observateurs entrevoient un scrutin sans réels enjeux, un match amical entre les poulains de Macky Sall. Mais il y a bien d'enjeux. L'enjeu, c'est que le pouvoir, après cette présidentielle, tombe dans les mains de quelqu'un que maîtrise Macky Sall. C'est tout l'enjeu. Vous savez, toutes les menaces de l'opposition. Assouye Kamadouba, son dauphin, figure sur la liste. Exactement. Et donc, lui, il n'a que cet espoir-là pour que, à sa suite, il n'y ait pas beaucoup de polémiques. Il y a beaucoup de présidents qui ont été emprisonnés après leur départ du pouvoir. Mais la quantité de candidats à la présidentielle s'explique aussi par le fait que la politique de Macky Sall a été suffisamment décriée par les partis d'opposition. Il y a beaucoup de ces partisans forts qui ont dû partir de son cercle immédiat. Et donc, et surtout l'affaire Sonko a paru un peu, à tort ou à raison, comme un règlement de compte politique. Sonko aurait été candidat à cette élection que nous n'aurons, même s'il n'est pas été élu, ou même s'il ne sera pas élu, on n'aurait pas la même effervescence autour pendant la période électorale. Puisque déjà, pour les manifestations ordinaires de contestation, il faisait foule. C'est vrai aussi qu'il s'est mépris sur un certain nombre de choses. La jeunesse aidant, il y a Diomaye Faye, le plan B du PASTEF, qui participe au scrutin, mais il est en prison. Il n'a pas grand étoffe, il est en prison. Il est en prison, il peut. Donc, c'est comme un non-événement. Vous savez, en termes de mouvement, quand le meneur n'est plus là, le mouvement de le mouvement est aveugle. C'est ça, c'est le meneur. Certainement que quand le meneur n'est pas là, mais attention, nous avons l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall. Oui, un opposant qui a été mis en prison aussi et qui est sorti, qui a fait la paix. Quand vous dites que c'est aussi un opposant, il y a opposant dans opposant. Et celui que vous citez là n'a pas autant d'audience. On a dit ça sec aussi, Michel Aouro. Non, c'est une question d'audience. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, quand vous prenez chez nous ici, par exemple, Boni Yahi devient président du parti de l'opposition. Ce n'est pas la même audience que Eric Condé était président du parti de l'opposition. C'est vous qui le dites? Non, c'est pas moi qui dis, c'est ça. C'est pas la même audience. Donc, au fait, ça dépend du charisme de la personnalité qui incarne l'opposition. Donc, c'est vrai qu'il y a d'autres qui se réclament de l'opposition, mais qui n'ont pas la même audience que Sonko et autres. Donc, c'est ça. C'est comme ça dans tous les pays pratiquement. Mais nous sommes d'accord que pour un président, pour un chef d'État qui veut partir, il s'assure toujours que ses arrières soient sauvegardés. Donc, partout, quand un chef d'État est prêt à partir, même s'il n'est plus candidat, il s'arrange pour que sa majorité gagne. On ne peut pas lui reprocher cela. Donc que Macky Sall soit actif sur ce plan, c'est de bon gain. Maintenant, il appartient à ceux qui partagent une vision contraire de la gouvernance de s'organiser. Au fait, lorsque vous faites l'opposition, ce n'est pas les injures et les attaques contre ceux qui sont aux affaires. C'est de proposer, il faut avoir un discours alternatif. Quand je vois un opposant qui n'a pas un discours alternatif,
je continue peut-être à voter pour ceux qui sont aux affaires. Parce que vous n'avez pas la garantie. Il ne faut pas aussi oublier que Macky Sall lui-même est arrivé au pouvoir comme un effet de surprise. On ne le comptait pas. Il avait fait une démarche, il a fait un travail de fond qu'il a porté avec un pourcentage pas très fort. C'est au deuxième tour, pour son premier mandat, qu'il a pu rallier du monde. Donc il pourrait avoir dans le lot des personnes qui vont faire le challenge avec son candidat. Encore que son candidat peut être criblé de partout, puisque connu pour porter les valeurs de Macky Sall. Et la décision appartient aux Sénégalais qui ont cette maturité dans les urnes et pourront encore le prouver prochainement. Se reproduit si Macky Sall, en fin de mandat, n'avait pratiquement pas d'audience. Mais je peux vous rassurer que, à l'heure où nous parlons, le candidat de Macky Sall va passer, sauf surprise, sauf grande surprise, puisque la plupart des candidats de l'opposition qui pouvaient faire le poids ne sont plus sur la liste. Par conséquent, je ne pense pas que comment il s'appelle, Idrissa Seck et autres là n'ont pas autant d'audience encore que le fils de l'ancien président Karim Wade. Lui aussi, il a été écarté et tout ça. Donc moi, je pense que le candidat de Macky Sall va passer. Alors quelles peuvent être les chances de cette opposition sénégalaise qui participe? Chance très réduite, parce que cette opposition aussi a passé le temps à se tirer entre les pattes. Il y avait différentes tendances. Elle aurait dû aller en bloc aussi. Elle aurait dû aller en bloc. Vous avez Barthélémy Diaz et les autres qui, eh bien, à un moment donné, ont failli dénoncer Sonko comme celui-là qui n'était pris que par le pouvoir. Je l'ai suivi des interviews au sud des radios internationales. Des guerres d'intérêt, tout ça. Donc l'opposition s'est quelque peu fragilisée et je ne serais pas très surpris que ce soit un candidat, à défaut d'être le dauphin de Macky Sall, que ce soit un candidat encore proche de Macky Sall qui soit élu, parce que, bien, dans une élection, il faut mettre tous les pions nécessaires pour tirer son épingle du jeu. Moi, je pense que l'opposition sénégalaise aura à se réorganiser, à se réétoffer après ces élections-là. Toujours, ce qui est clair, l'opposition ne peut pas gagner ces élections. Nous sommes des journalistes. Vous n'avez pas électeur sénégalais? Non, nous sommes des analystes. On est des journalistes, on sait ce qu'il y a là. À ces élections, l'opposition ne peut pas gagner. Quand vous allez à une élection, on a dit élection présidentielle, c'est pas un truc. Donc on connaît déjà les schémas. C'est une question de moyens aussi. C'est aussi une question de moyens. Donc l'opposition, déjà dans son organisation avec Sonko, qui avait déjà trop de... Et puis, maintenant, sans Sonko et sans les autres acteurs, je ne pense pas qu'on puisse rêver que l'opposition gagne ces élections-là. Et le candidat de Macky Sall va prendre le pouvoir et puis l'opposition va se réorganiser. Mais la surprise est possible aussi. On vous aura compris, mais on est en politique et tout est possible, Michel Aono. Non, en politique, quand c'est bien calculé, c'est bien tracé. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on faisait les débats par rapport à notre code là, que c'est en fonction de 2026 que tout se fait aujourd'hui. Nous allons aborder le dernier virage de cette émission, la dernière rubrique, potin de la toile. Sur la toile, c'est la CAN qui se joue en Côte d'Ivoire, qui nourrit l'actualité avec les diverses fortunes des équipes favorites. La Côte d'Ivoire a finalement miraculé. Elle a été qualifiée in extremis pour les huitièmes de finale. Eugène Alossoupo. Vous savez, le football a quelque chose de particulier, que les surprises sont la chose la mieux partagée. Moi, je n'espérais pas que la Côte d'Ivoire soit encore qualifiée, mais il se fait que le score que le Maroc a fait au dernier match a favorisé ce pays-là. Comprenons que la Côte d'Ivoire s'est fragilisée ces derniers temps. Les stars qui avaient construit cette équipe et qui ont gagné la présidentielle de 1992 au Sénégal, et puis les différentes prestations des joueurs ivoiriens dans les clubs européens, il a manqué quelque chose de fondamental. La Côte d'Ivoire, il y a des individualités, mais bien, il n'y a pas de collégialité. Et je ne sais pas si le fait que cette équipe joue à domicile a un effet peut-être négatif, c'est-à-dire que la pression du résultat peut-être, et ils ont peut-être mal géré ça. Maintenant, comme nous sommes en football, le miraculeux peut être bien adoubé à la fin. Et le football a ses réalités que nous ne maîtrisons pas toujours. Michel Aono. Bon, moi, je suis content pour la Côte d'Ivoire parce que quand je passe en revue tout ce qui a été dit,
sur l'équipe nationale ivoirienne à la suite de cette défaite. Bon, je me suis dit, le football, c'est vrai que parfois on sent un peu de hasard dedans, hein. Même si les gens disent que c'est scientifique, c'est technique et tout. Parfois on sent un peu de hasard dedans. Et ne soyez pas surpris, hein, quand vous allez apprendre que la Côte d'Ivoire, après cette qualification au 8e, peut faire maintenant des performances et aller même au quart. C'est possible. Parce que, bon, ça c'est pour les préliminaires que ça s'est passé comme ça. Mais peut-être que les choses sont rentrées en ordre. L'équipe a été... Encore que l'entraîneur est parti. Encore que l'entraîneur est parti. Donc, il peut bien revoir les choses et on peut être surpris de constater que malgré cette défaite humiliante, que cette même équipe... Pas cette défaite. Cette défaite humiliante, que cette même équipe commence par se redresser et qu'on soit surpris, par exemple, de constater que, bon, ils ont encore franchi la barre des 8e, ils se sont retrouvés peut-être au quart, pourquoi pas à la demi. C'est possible. Donc, pays organisateur, on leur souhaite du courage. Je leur souhaite beaucoup de courage. C'est vrai, la CAF a toujours aimé que le pays organisateur fasse des pas. Parce que c'est quand même bizarre que ça soit le pays qui organise, qui soit éliminé tout de suite, ça fait un peu un effet bizarre. Et puis voilà. C'est donc sur cette note footballistique que prend fin Club Média 7 de ce dimanche. Je le rappelle, j'ai reçu Dr Eugène Alosupo, analyste politique. Merci à vous. Merci à vous aussi. Michel Aono, directeur de publication du quotidien Palmarès. Merci. Merci, cher confrère. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation du Club Média 7. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs. Bonsoir chez vous.